Emmanuel Ruche, qui est médecin de santé publique et en même temps président de la Société française de santé publique. Donc, on le remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté de venir ce matin pour justement parler du point de vue déjà des acteurs de santé publique et puis justement du point de vue de la médecine et de santé publique et de la Société française de santé publique. Emmanuel, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup et merci pour cette invitation à aborder la question de la santé globale et la santé durable, notamment dans la perspective de la santé orale. Et donc, je suis Emmanuel Ruche, je suis médecin de santé publique et effectivement président de la Société française de santé publique. Mais vous verrez que je vais peut-être à un moment donné aborder aussi quelques thèmes qui nous sont chers au sein de la Société française de santé publique, mais qui sont aussi en lien avec mon engagement en tant que président de la Conférence nationale de santé. Peut-être un mot pour dire que concernant la Société française de santé publique, qui est une fédération qui rassemble des personnes physiques et des personnes morales, nous avons dans notre projet associatif 4 enjeux majeurs que nous avons déclinés, que vous voyez apparaître sur cette diapositive. Un enjeu qui est celui de la prise en compte dans toutes les dimensions de l'intervention en santé publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes attentifs à une prise en charge globale des individus, et je reviendrai sur ce point tout à l'heure, des populations. Un deuxième enjeu majeur, c'est l'attention renforcée aux différentes politiques qui impactent la santé, puisque bien sûr, le système de santé tel qu'on le connaît, avec l'ensemble de ses acteurs professionnels, ses usagers, participe à l'amélioration de l'état de santé collective. Mais bien sûr, il y a d'autres politiques publiques qui interviennent sur la santé. C'est ce que l'on a l'habitude d'appeler dans notre jargon en santé publique les déterminants de la santé. Et dans ces déterminants, il y a bien sûr les déterminants environnementaux. Et nous avons depuis très longtemps une proximité entre environnement, développement durable, santé publique et promotion de la santé. Un troisième enjeu qui est pour nous majeur, c'est l'action sur les inégalités de santé. Et la crise sanitaire qu'on a vécue au travers du Covid-19, comme la crise sanitaire peut-être que nous vivrons au travers du réchauffement climatique, ou en tout cas des impacts sanitaires du réchauffement climatique, va certainement accroître les inégalités existantes dans les territoires ou être des éléments en faveur d'un accroissement de ces inégalités. Et il y aura bien sûr un enjeu à faire en sorte que ces inégalités ne s'accroissent pas plus qu'elles n'existent déjà actuellement. Et puis un quatrième enjeu pour la Société française de santé publique, qui rejoint mes propos précédents. Il nous semble qu'il y a un enjeu à promouvoir la démocratie en santé ou la démocratie sanitaire. Alors, sur la question du développement durable, la santé durable et la santé globale, j'ai l'impression de revenir un petit peu dans le temps, et notamment pour ce qui me concerne en tant qu'enseignant de santé publique. Je me rappelle mes enseignements en 1987 pour présenter les éléments qui témoignaient du réchauffement climatique. 1987-2021, ça ne me rajeunit pas, j'ai quelques cheveux blancs en plus aujourd'hui. Donc le temps est long parfois dans la prise de conscience, dans l'appropriation des enjeux. C'est normal, ce n'est pas forcément des enjeux qui sont toujours très faciles à percevoir. Et puis c'est des enjeux qui impactent grandement des intérêts. Et donc, cela entraîne bien sûr des changements, des résistances aux changements par ailleurs. Alors, dans le champ de la santé publique, on a l'habitude d'essayer de raisonner de façon un peu globale, et je me suis permis de mettre sur cette diapositive simplement une représentation parmi d'autres de ce que peut être un système qui participe à l'amélioration de la santé des populations. C'est une représentation graphique
qui nous vient de la World Federation Public Health Association, et donc dans le champ de la santé publique, c'est une façon de représenter les différents services offerts à la population ou proposés à la population, et les différentes fonctions qui vont pouvoir faciliter la réalisation et la mise en œuvre de ces services. Donc vous voyez au centre les services qui sont autour de la protection de la santé, de la prévention, y compris des soins en termes de santé, puis le champ de la promotion de la santé qui est pour nous un champ bien sûr important. Et quand j'évoque la notion de promotion de la santé, je le précise tout de suite, c'est la promotion de la santé au sens de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire le processus qui confère aux populations le contrôle des déterminants de la santé. Et donc, quand on évoque cette notion de processus qui confère aux populations le contrôle des déterminants de la santé ou le contrôle de leur santé, ça renvoie bien sûr à un terme classique dans le champ de la promotion de la santé qui est l'empouvoirment, l'empowerment, et ça renvoie bien sûr, derrière l'empowerment, à des enjeux de démocratie en santé. Mais de la même façon que la promotion de la santé l'a mis en exergue, le développement durable, qui est un autre courant de pensée, sont deux courants de pensée qui sont issus de milieux différents, d'origines différentes. Le développement durable vient plutôt d'une dimension environnementale, la promotion de la santé plutôt d'une dimension santé, mais elles partagent un certain nombre de valeurs, de principes éthiques, et notamment celui de la démocratie en santé et de la participation citoyenne dans les décisions et dans les politiques. Alors ça, j'ai évoqué ici les services de base qui sont proposés à la population, et bien sûr, pour pouvoir les proposer, il y a un certain nombre de fonctions facilitatrices, gouvernance, information, plaidoyer, ressources, les capacities qui sont sur cette diapositive, donc les ressources humaines ou matérielles qui sont mises à disposition pour l'amélioration du système de santé. Alors, je vais évoquer ce qui me fait résonner dans mon esprit la notion de santé globale et santé durable dans le champ de la santé orale, au sens de professionnels de santé publique et de la Société française de santé publique. Et je vais reprendre quelques enjeux dans les quelques minutes qui suivent. Un premier enjeu qui est celui, ou le constat en tout cas, que la santé orale est souvent, entre guillemets, je dis entre guillemets, le parent pauvre des politiques de santé en France, mais pas que en France, hein, au niveau mondial également, et cela pas depuis aujourd'hui, mais depuis un certain nombre d'années. Et donc, il y a, de notre point de vue, un enjeu majeur à renforcer le plaidoyer en faveur de la santé orale. Les maladies bucco-dentaires font partie des maladies les plus fréquentes ou des problèmes de santé les plus fréquents dans une population, et ça représente un fardeau sanitaire, économique, qui réduit potentiellement et réellement aussi la qualité de vie des personnes touchées. Donc, il y a un enjeu particulier qui a souvent tendance à ne pas être mis en avant et pour lequel il y a besoin de plaider pour la prise en compte de ce champ de la santé orale. Et puis, la santé bucco-dentaire fait partie intégrante, bien sûr, de la santé au sens de l'Organisation mondiale de la santé, un état de complet bien-être physique, mental et social, et permet des fonctions quotidiennes qui sont des fonctions quotidiennes chez un individu essentielles. Donc, la protection de la santé orale, comme la protection de la santé, est un droit des personnes. Et le droit des personnes et le droit des usagers du système de santé, c'est pour moi, en tant que président de la Conférence nationale de santé, un enjeu important. Et dans le champ de la santé orale, on voit bien apparaître un certain nombre de questions et de questionnements aujourd'hui, en France notamment, sur l'accès à un certain nombre de prise en soins ou d'accompagnement dans le champ de la santé orale. Deuxième élément que je souhaiterais souligner ici, c'est les fortes inégalités sociales qui existent dans le champ de la santé orale. On a des affections bucco-dentaires qui affectent de manière disproportionnée les catégories les plus pauvres et les plus marginalisées de la société. Et bien sûr, c'est étroitement en lien avec les déterminants sociaux et les catégories socio-économiques qui existent dans notre pays.
Alors, on a mis en place un certain nombre de dispositifs. Il y a des politiques pour essayer d'amoindrir, bien sûr, ces fortes inégalités sociales dans le champ de la santé orale. Il y a le dispositif 100%, on en pense que l'on en veut, mais ça fait partie en tout cas des dispositifs qui ont été mis en place, notamment sur ce sujet-là. Et la couverture assurance maladie permettant un accès facilité aux services et aux soins dans le champ de la santé orale, aussi adapté que possible aux besoins de santé de la population, est un sujet qui reste un sujet d'actualité et qui doit être encore amélioré dans les années à venir. Un paradigme des soins que alors je ne suis moins compétent, je ne suis pas chirurgien dentiste, mais en tout cas de ce que je peux percevoir, de ce qui peut remonter et être discuté au sein de la Société française de santé publique comme au sein de la Conférence nationale de santé, un paradigme des soins qui est peut-être à réinterroger. C'est vrai pour l'ensemble du système de santé, c'est sans doute vrai peut-être de façon plus aiguë parfois dans le champ de la santé orale. On a une approche qui est historiquement dans notre système de santé plutôt une approche individuelle des soins, plutôt axée sur le curatif, vous le savez. Je pense que c'est vrai aussi dans le champ de la santé orale, avec un prisme particulier mis sur les traitements, notre croyance forcenée dans le progrès technologique, dans la technicité, et je pense dans la santé orale comme dans le reste de la santé, une hyperspécialisation qui s'accroît progressivement. Et donc, il nous semble important de pouvoir réinterroger ce paradigme des soins. Peut-être qu'il y a à développer une forme, comme on l'observe dans d'autres champs de la santé, une approche populationnelle, une responsabilité populationnelle exercée par les professionnels de santé vis-à-vis des populations qu'ils desservent, et une approche préventive, bien sûr, à continuer à développer. Les limites qui sont observées aujourd'hui sur l'approche préventive ou sur l'approche populationnelle, en santé orale comme dans le champ du système de santé de façon générale, ces limites ne sont pas bien sûr étrangères à des dynamiques et à des logiques. Et j'ai juste cité ici les logiques qui sont sous-jacentes à nos systèmes de financement des professionnels de santé qui ne facilitent pas nécessairement cette approche populationnelle ou cette approche préventive. Troisième enjeu ou réflexion que je souhaite partager avec vous, celle de l'intégration de la santé orale aux soins primaires. On a dit tout à l'heure, en tout cas j'ai dit tout à l'heure que la santé orale c'était un élément essentiel du bien-être et de la santé des individus. Donc dans mon esprit, la santé orale, bucco-dentaire fait partie des soins premiers, des soins primaires nécessaires à la population. Et donc, je m'interroge sur les formes d'organisation pour avoir une approche globale et pas segmentée par organe, par pathologie, par champ de la santé, qui pourrait être développée dans notre pays de façon à avoir cette approche globale de la santé et pas cette approche en silo telle qu'on peut le constater aujourd'hui dans notre système de santé de façon générale. Alors, nous avons l'hôpital, les soins ambulatoires, on raisonne les médicaments avec des politiques de régulation différentes. On a la santé orale et bucco-dentaire qui me semble être tout à fait dynamique et tout à fait en capacité d'affronter en partie les besoins sous réserve de la répartition des ressources nécessaires sur le territoire. Je viens de la région Centre-Val de Loire, la région qui est la moins dotée en professionnels de santé, donc je ne peux m'empêcher de penser à ces inégalités territoriales. Mais nous avons des professionnels, nous avons des ressources qui devraient nous permettre de réfléchir sur une approche en soins premiers ou en soins primaires qui soit renforcée en termes organisationnels. Donc des exercices qui, plutôt que d'être isolés et séparés du reste des soins primaires, pourraient être intégrés et permettraient peut-être d'exercer une responsabilité vis-à-vis de la population et des besoins de la population. Par ailleurs, la santé orale et les affections bucco-dentaires partagent des facteurs de risque.
sont communs avec bien d'autres maladies et bien d'autres problèmes de santé, notamment les maladies non transmissibles et les maladies chroniques qui explosent dans notre pays. Je citerai le sucre, le tabagisme, l'alcool comme exemple, mais il y en a peut-être d'autres que j'oublie. Donc, nécessairement, en termes d'action sur les déterminants, sur le tabagisme, sur la consommation d'alcool ou la consommation ou en tout cas l'alimentation équilibrée qu'on appelle de nos voeux, notamment moins de sucre peut-être, il y a bien sûr une réflexion à avoir de façon transversale à l'ensemble des problèmes de santé qui sont impactés par ces déterminants de la santé. Donc, par exemple, si je prends un exemple un peu décalé, si je prends l'exemple de la politique qui est poursuivie pour arriver à une génération sans tabac en 2030, ce que nous souhaitons ardemment en santé publique, cette politique annoncée d'une génération sans tabac se retrouve dans la stratégie décennale cancer. Je trouve très bien qu'elle se trouve dans la stratégie décennale cancer, mais je préférerais qu'elle se retrouve dans le programme national de santé publique, qui ouvre l'ensemble des pathologies et des dimensions de la santé. Et je pense que c'est important de pouvoir resituer l'action sur ces déterminants de la santé, quelles que soient les pathologies ou les problèmes de santé qui se posent derrière. Autre élément d'attention auquel je vous invite, c'est, je fais la transition à l'instant, celle d'une approche globale des déterminants, notamment vis-à-vis de la santé orale. On voit bien que derrière ces déterminants qui sont les déterminants alimentation, sucre notamment, alcool, tabac et bien d'autres, nous avons besoin de politiques de santé publique intégrées pour s'attaquer à des facteurs de risque qui sont communs et partagés entre plusieurs affections ou plusieurs champs de la santé, que ce soit la santé bucco-dentaire ou celle des maladies non transmissibles. Et cela, bien sûr, implique de pouvoir intégrer la santé orale dans toutes les politiques publiques, y compris, par exemple, les politiques agroalimentaires, qui doivent intégrer la préoccupation de la santé orale et peut-être s'appuyer sur un certain nombre de prises de conscience, mais peut-être aussi de réglementation et de législation plus stricte, afin notamment aussi d'identifier plus clairement les liens d'intérêt qui peuvent exister entre certaines industries et le monde de la santé. Alors, cela peut être vrai dans la santé orale, c'est bien sûr vrai de façon générale dans le champ de la santé. Donc, cette approche et cette introduction de la préoccupation de la santé dans l'ensemble des politiques publiques conduites par les autorités publiques nous semble particulièrement importante. Le programme national de santé publique, ce que l'on appelle priorité prévention, est un programme, un plan qui est porté en interministériel, ce qui traduit bien que et le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'agroalimentaire et ceux d'autres champs du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Santé sont concernés par ces problèmes de santé. Et c'est très important d'avoir cette approche générale et globale. Pour terminer cette courte intervention, je vais terminer sur le champ de la démocratie et de la démocratie en santé. Ce que je viens d'évoquer autour de la lutte contre les inégalités de santé, que je viens d'évoquer pour une approche globale de la santé dans toutes ses dimensions, physique, mentale et sociale, ce que je viens d'une certaine façon d'évoquer également sur les déterminants de la santé et le fait d'introduire la préoccupation de la santé dans toutes les politiques publiques, ne se fera pas sans le renforcement de la démocratie dans nos pays et sans une démocratisation de la démocratie, si je peux dire ça comme ça. Donc nous avons besoin de renforcer les démarches de démocratie participative et nous avons besoin de renforcer les démarches de démocratie délibérative. Ceci ne se fait pas forcément aisément parce que bien sûr, derrière ces dynamiques démocratiques qui sont plurielles, qui sont à la fois au Parlement,
qui sont dans les instances de démocratie en santé, comme la Conférence nationale de santé, mais qui sont aussi au niveau de la participation citoyenne au travers des conseils citoyens qu'on peut voir au niveau des collectivités locales, ou au travers des conventions citoyennes telles que le climat, mais aussi sur la vaccination, qu'on a pu voir se développer en France, sont des dynamiques qui doivent pouvoir s'articuler et qui doivent pouvoir se mettre en œuvre. Et la santé durable et la santé globale ne se fera pas sans des dynamiques démocratiques vivantes. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Emmanuel Ruch. On reprendra les questions après la deuxième intervention. Donc, je ne sais pas si Dr Avepolde est parmi nous. Okay. Hi. Hello, Hi. everyone. Yes. You hear me well, right? Okay. I will begin. Bonjour à tous. Je vais continuer en anglais. It is my great pleasure to be with you today here at the 21st. C'est donc avec grand plaisir d'être présente parmi vous aujourd'hui à cette journée donc, de la santé bucco-dentaire. Je m'appelle Avepolde, je viens donc d'Estonie et je travaille pour l'Académie de l'OMS. Et j'ai étudié donc la santé internationale à l'Université de Berlin. Cela fait maintenant plusieurs années que je travaille au sein de l'OMS et je suis actuellement donc la coprésidente du Hub de la jeunesse des réseaux de l'OMS, des professionnels de santé. Et par ailleurs, j'étais président donc de l'Association internationale des étudiants en faculté dentaire. Aujourd'hui, je vais bien sûr vous parler de santé bucco-dentaire mondiale et puis je vais revenir aussi sur la pandémie de la COVID-19 et je reviendrai également sur les études menées par les étudiants sur donc la question de la durabilité. Vous avez ici donc quelques photos qui viennent un petit peu expliquer et illustrer mon parcours, les années où j'ai pu travailler, les années où j'ai pu étudier et mener donc diriger des organisations étudiantes. Nous connaissons tous la résolution de l'OMS qui a été adoptée cette année sur la santé bucco-dentaire et qui vient donc apporter un élan pour sensibiliser la population à la santé bucco-dentaire à l'échelle nationale et internationale. Vous pouvez voir ici sur cette diapositive certains cadres, certains documents qui ont un lien avec cette résolution. Bien évidemment, les ODD, la vision donc FDI 2030, la couverture santé donc universelle, etc. Donc, ce qui est très important, c'est la vision FDI 2030 qui a été mise à jour cette année. La résolution de l'OMS apporte une réponse à la question qui est indiquée donc, en haut de la diapo, à savoir où en est la santé bucco-dentaire et comment nous positionnons-nous donc dans le secteur de la santé. En tant que président d'une association internationale d'étudiants, eh bien, il était toujours difficile d'expliquer à l'échelle internationale en quoi est-ce que donc, la santé mondiale est quelque chose d'extrêmement important. Même si effectivement cela faisait des années que j'étudiais ce sujet, ce n'était jamais simple de l'expliquer. Bien évidemment, nous avons une responsabilité pour apporter donc, les soins primaires, pour apporter une couverture santé de base. C'est une responsabilité donc, que nous avons depuis des années. Et avec cette résolution sur la santé bucco-dentaire, eh bien, nous avons ici un potentiel très fort que nous pouvons mobiliser et sensibiliser la population. En 2006, le rapport de la santé mondiale a pu donc définir toutes les parties prenantes qui ont pour objectif d'apporter des soins. Et je pense qu'effectivement, nous sommes tous ici d'accord pour dire que, en tant que dentiste, en tant que personnel donc, de santé bucco-dentaire, nous avons une responsabilité à jouer. Mais parfois,
eh bien, nous avons l'impression que les étudiants en dentaire ont tendance à oublier cette responsabilité et se concentrent plutôt sur leurs compétences techniques plutôt que de réfléchir à leur raisonnement, leur capacité donc de raisonnement et de responsabilité vis-à-vis donc à la santé de la population. Donc l'exemple que je viens de mentionner, bien sûr, inclut les étudiants en faculté dentaire, mais nous ne sommes pas les seuls non plus, donc dans le secteur de la santé, à peut-être penser que nous sommes un petit peu mis de côté. L'objectif, c'est de pouvoir inclure tous les différents personnels de santé, professionnels de santé. Je vois qu'il y a effectivement ici une relation très forte entre les déterminants sociaux et commerciaux de la santé. Et cela a un impact, bien sûr, sur nous en tant que professionnels de santé, mais cela a un impact aussi sur la lutte contre les maladies, notamment, et sur donc les maladies donc non transmissibles. Je pense que les déterminants donc sociaux de la santé ont un impact également sur les facteurs communs, sur l'utilité de la prévention donc des comorbidités. Donc, il y a maintenant quelque chose sur lequel nous menons des études pendant des années, donc la santé bucco-dentaire et le lien avec notre santé générale. Puisqu'effectivement, il y a eu des connexions qui ont été établies entre la santé bucco-dentaire et d'autres parties du corps. Je pense que nous devons coopérer avec d'autres professionnels de santé dans d'autres secteurs pour pouvoir donc véritablement avancer sur ces questions. Par ailleurs, les organisations d'étudiants collaborent énormément les unes avec les autres. Nous souhaitons mettre en place donc cette approche de coopération et pourtant, lorsque l'on commence à travailler, tout d'un coup, la coopération devient plus complexe. Mais j'aimerais donc vous parler un petit peu plus de certains acteurs clés qui jouent un rôle très important dans la coopération interprofessionnelle. Parmi donc ces acteurs, on retrouve notamment le Hub de la jeunesse de l'OMS qui a été donc créé en 2017. L'objectif, c'est de mettre en place donc un hub qui rassemblerait les acteurs de la jeunesse. Et l'idée, c'est de pouvoir rassembler différentes organisations internationales dans le secteur de la santé. Au total, donc, ce sont 40 organisations qui sont présentes. Certaines sont très grandes, telles que la Fédération internationale des étudiants en médecine, par exemple. Et l'objectif, c'est de pouvoir mener des travaux sur la main-d'œuvre, donc les professionnels de santé jeunes, afin qu'ils puissent travailler par la suite dans de bonnes conditions une fois qu'ils entrent sur le marché du travail. Et nous lançons donc notamment un appel à l'action pour que nous puissions soutenir les jeunes professionnels de santé, notamment après 2 ans de pandémie et donc de conditions extrêmement difficiles. Autre acteur que j'aimerais mentionner également, donc l'Alliance des étudiants en futurs professionnels de la santé. Et donc là, on retrouve notamment des étudiants en médecine, en dentaire, en pharmacie et en études donc de vétérinaire également. Et nous avons notamment mené une campagne avec une semaine de sensibilisation antimicrobienne à l'échelle mondiale. Alors, cela fait maintenant donc bien sûr plusieurs années que nous sommes confrontés à l'épidémie de coronavirus. Essayons de voir donc quel impact cela a pu avoir sur notre jeunesse et sur les étudiants donc en santé. Eh bien, les étudiants bien sûr ont fait face aussi à des difficultés pendant la pandémie et ont dû y faire face de la meilleure manière possible. Bien sûr qu'il y a eu de vraies difficultés, notamment avec les équipements de protection individuelle. On imagine donc l'impact aussi que cela a pu avoir sur
la santé mentale de nos étudiants, et la situation donc des étudiants a été une priorité donc pour de nombreux gouvernements sur de nombreux mois, puisque effectivement ces jeunes étudiants ont été les témoins d'une situation de crise, et ce avant même d'avoir commencé leur carrière. Cela peut aussi convaincre un certain nombre d'étudiants, d'ailleurs, à décider de se dédier à la médecine publique pour justement répondre à ce type de crise. Bien évidemment, la pandémie a eu un impact très fort sur leur éducation, puisque toutes les universités ont dû enseigner à distance, et cela a eu un impact très fort sur leur stage, notamment sur leur internat, et ça a pu donc empêcher les étudiants de poursuivre de manière normale leurs études, et ce sur plusieurs mois. On a pu voir notamment donc, une certaine diminution de la qualité des études et de l'enseignement fourni dans un grand nombre d'universités. Nous avons pu mener une enquête auprès des étudiants en médecine, et on voit effectivement que parmi les étudiants, il y a un taux d'acceptation du vaccin qui est très élevé, et pourtant donc on voit aussi donc une capacité à s'adapter à de nouveaux modes d'études, notamment donc l'enseignement hybride avec à la fois des cours en présentiel et des cours à distance. Donc, ce qui nous amène effectivement à la question donc, de l'utilisation du numérique, une utilisation de plus en plus fréquente. Pour toutes les raisons que j'ai pu mentionner précédemment, la pandémie, bien sûr, a eu un impact très fort sur le numérique, avec une accélération de l'usage des outils numériques dans l'enseignement. On voit effectivement que de plus en plus d'étudiants ont dû, par exemple, s'équiper et s'adapter donc à cette transition numérique. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des impacts négatifs à cette transition numérique, avec des problèmes de bande passante, par exemple, des problèmes d'accès à l'Internet, ce qui fait que pour certains étudiants, il n'était pas simple de pouvoir s'adapter justement à ce nouveau mode d'enseignement. Il y a quelques mois, un ami à moi donc, a publié une étude qui a été menée en coopération avec l'Organisation internationale des étudiants en faculté dentaire sur justement donc l'acceptation des étudiants vis-à-vis du vaccin. Nous avons sondé un grand nombre d'étudiants, presque 7000 personnes ont répondu donc à cette enquête provenant de 22 pays à travers tous les continents. Et je dois dire que cette étude est très intéressante et pas forcément une étude qui nous permet vraiment de tirer des conclusions directes, mais qui malgré tout comprend certains enseignements intéressants. Donc, parmi les résultats, on voit qu'il y a 22,5% des étudiants en faculté dentaire qui hésitaient à se faire vacciner contre la COVID-19. Et on voit donc que là aussi, il y avait une relation très forte avec le niveau de développement et de revenus d'un pays en fonction d'un pays à l'autre, puisque dans les pays plus développés, il y avait un taux donc d'acceptation du vaccin qui était beaucoup plus élevé que dans les pays moins développés, ou en tout cas des pays à plus faible revenu. Par ailleurs, donc, les médias ont un rôle très important à jouer également, puisque les réseaux sociaux en particulier ont représenté un obstacle à l'accès donc au vaccin, puisque on voit que c'était essentiellement sur les réseaux sociaux qu'on trouvait les théories donc anti-vaccins qui venaient faire augmenter cette hésitation à se faire vacciner.
Et donc, cette étude nous a permis de définir une cartographie de l'acceptation du vaccin. Et on peut voir donc qu'ici, il y a un certain nombre d'obstacles qui empêchaient certains étudiants à vouloir se faire vacciner, qui apparaissent donc ici à l'écran. Donc, je pense qu'on peut tirer un certain nombre de conclusions de cette étude, et à savoir que nous devons sensibiliser davantage les étudiants. Je pense que nous devons jouer un rôle d'exemple vis-à-vis à la fois des étudiants, mais de la société de manière générale. Alors, pour terminer sur une note plus positive, essayons de nous tourner vers l'avenir de la santé bucco-dentaire. Donc, comme vous le savez, actuellement, il y a la COP26 qui se tient à Glasgow. Et j'aimerais donc aborder un événement donc parallèle qui se tient en même temps donc que la COP 26, à savoir un événement donc de 2 jours sur la durabilité dans la santé bucco-dentaire et l'importance notamment donc d'aborder ces questions dans les programmes d'enseignement. Je pense qu'on a pu entendre à l'occasion de cet événement un manifeste visionnaire, et ce manifeste a d'ailleurs été donc présenté aux différents participants pour donc promouvoir une santé bucco-dentaire plus respectueuse de l'environnement et plus durable. Donc revenons à ce manifeste. Ce manifeste a été donc lancé par un mouvement de jeunes professionnels de santé, et l'objectif, eh bien, donc, c'est de pouvoir faire en sorte que la communauté médicale et notamment donc dentaire soit vraiment les pionniers en termes de développement durable. Et je vous invite bien sûr donc à y jeter un coup d'œil et à signer ce manifeste. Alors pour terminer, je tiens donc effectivement à vous rassurer. Sachez que les jeunes professionnels de santé bucco-dentaire font face à une opportunité unique, et il leur appartient de aujourd'hui prendre des actions à tous les niveaux pour apporter une certaine durabilité à notre profession. Et nous devons également apporter une équité. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Thank you very much. On va peut-être commencer à prendre des questions, mais juste, je voulais justement souligner l'intérêt l'intérêt et la complémentarité des 2 présentations, puisque finalement, si on revient à ce que tu disais, Emmanuel, le plaidoyer pour justement une implication de la santé orale dans la santé générale, et puis justement l'intervention des jeunes professionnels qui vont justement contribuer d'une part à ce plaidoyer, et d'autre part, ce qui me paraît très intéressant dans cette présentation, c'est effectivement l'importance qui est accordée aux échanges interprofessionnels. Et donc, les échanges interprofessionnels en mettant le patient au centre de la question, et donc en développant justement la démocratie sanitaire. Je pense que là, entre vos 2 interventions, on fait un petit peu justement le lien entre l'avenir justement de la santé orale dans ce contexte général à la fois de meilleure prise en compte, de plaidoyer, et en même temps de développement de la démocratie sanitaire pour mettre justement le patient, le citoyen, justement au centre de la question par un meilleur empowerment et une meilleure promotion de la santé et un meilleur contrôle justement de la santé orale. Donc je vais peut-être passer la parole à la salle si vous avez quelques questions. Oui, bonjour. C'était surtout pour le professeur Ruch. Qu'est-ce qu'il pensait de l'efficacité actuelle des politiques de santé concernant les luttes contre les conflits d'intérêts et tout le système de rétroaction pour limiter cette influence économique et industrielle sur la santé publique? Merci. Alors, une question complexe en fait. Il y a un premier élément de réponse, c'est
par rapport à ce qui existait en termes de déclaration, alors pas forcément de conflit d'intérêts, hein. Il y a la notion de lien d'intérêt et de conflit d'intérêt. Je pense qu'il faut bien séparer les deux. Donc, on a dans le champ de la santé un dispositif qui permet en tout cas la déclaration de lien d'intérêt. Alors, il a ses caractéristiques, il est éventuellement imparfait, mais par rapport à ce qu'il était quand il n'existait pas, j'ai tendance malgré tout à considérer que c'est un élément positif dans l'évolution. On peut encore l'améliorer certainement et bien sûr avoir un suivi de ces éléments-là qui soit peut-être un peu renforcé et un peu différent. Ça, c'est un premier point. Après, sur la question de l'influence d'un certain nombre de secteurs, notamment industriels, peut-être que c'est ça que vous évoquiez, et économique, hein, de façon générale. Il y a deux éléments de réponse, en fait. Il y a un élément de réponse, c'est il est normal qu'il y ait des règles du jeu qui existent et qui irriguent le secteur économique. Et ces règles du jeu ne favorisent pas nécessairement la prise en compte de la dimension santé par les acteurs économiques. Dont acte. C'est comme ça. Il faut peut-être changer les règles du jeu, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, pour essayer de contrebalancer ces influences économiques, entre guillemets, il est important, me semble-t-il, de les faire apparaître et de les rendre visibles. Ça, c'est important parce que c'est ce qui permet le débat. Et sans débat, voilà, je pense qu'on aura du mal à avancer sur le sujet. Après, en fonction du débat, on peut bien sûr avoir à un moment donné des décisions qui ne soient pas en faveur de la santé au sens strict et qui soient en faveur d'une dimension économique, mais à partir du moment où c'est débattu dans une enceinte qui permet l'expression des différents points de vue et une décision qui soit collective et démocratique. Bonjour, la question qui me venait était par rapport à votre introduction, professeur Ruch, sur le fait que ça faisait maintenant 35 ans pratiquement que vous portiez le sujet. Et moi, je m'intéresse beaucoup au modèle systémique de la santé. Et ce qu'on constate, c'est que nos modèles sont de plus en plus performants. La science produit des modèles toujours plus pertinents et proches d'une réalité extrêmement complexe. Et dans le même temps, on constate que pourtant, ça fait émerger au niveau de la gouvernance des solutions qui peuvent paraître parfois simplistes, comme par exemple le 3114, je crois, qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps contre le suicide. Ça peut paraître relativement simpliste et un peu sur ce que vous disiez, à savoir très basé sur l'individu, alors que maintenant, ça fait plus d'un siècle que Durkheim, par exemple, parlait de la notion du suicide dans l'environnement, et que le suicide, c'est jamais quelque chose de purement individuel et lié au social. Et pourtant, là, au final, émerge une solution qui a d'ailleurs été présentée par le ministre, un peu comme une solution miracle avec des spécialistes qui allaient pouvoir répondre à toutes les situations. C'est comme ça qu'il a présenté dans les médias. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas cette espèce de gap entre ce qu'on produit en termes de science et puis la science, après, ne maîtrise pas le flux d'informations qui va arriver jusqu'aux personnes qui vont entendre ça sur France Inter ou je ne sais quoi, et qui va continuer à faire croire que finalement tout n'est qu'individuel, tout est simple. Et voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement pour qu'il y ait un gap comme ça? J'ai l'impression qu'il est en train de s'élargir de plus en plus entre le côté simpliste de l'information qui circule auprès de la population et de l'extrême complexité et aboutissement des connaissances que la science produit. Voilà. Alors, quelques éléments de réponse que je pourrais vous faire. Il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre que les scientifiques ont peut-être à s'interroger eux-mêmes sur la façon dont ils peuvent partager les résultats de leur connaissance, de leur découverte. Et je me permets malgré tout, parce qu'on a vu que la crise sanitaire sur le sujet doit nous interroger en tant qu'enseignants-chercheurs sur les dynamiques que l'on a vues sur la recherche qui s'est déroulée pendant ces 18 derniers mois.
peut-être nous interroger pourquoi nous n'avons pas été en capacité, en France en tout cas, de mettre en place une gouvernance de la recherche dans cette période-là. Et donc, on a été sur des initiatives qui, pour beaucoup d'entre elles, sont très bienveillantes et avec beaucoup de bonne volonté, mais qui ne font pas une politique de recherche dans un moment de crise. Je referme cette parenthèse parce que c'est un constat sur lequel il faudra qu'on puisse capitaliser pour savoir comment éviter la même chose dans d'autres moments. Sur la dichotomie auquel on assiste entre finalement des pouvoirs publics d'un côté et des individus de l'autre. Hein. Je pense que c'est pas propre à la santé. En fait, on a une question autour de la mobilisation de la société civile organisée en France sur les corps intermédiaires. Et donc, ça renvoie, je dirais, à une problématique pas que française, mais en tout cas en France particulièrement aiguë sur notre difficulté, peut-être liée à une absence de confiance, à tout un historique, mais sur lequel il est difficile effectivement de nager à contre-courant. Je vous rejoins. C'est pour ça que dans ma présentation, j'ai évoqué la définition de la promotion de la santé, parce que la promotion de la santé détermine 5 niveaux, 5 dimensions d'intervention. Le fait d'introduire la santé dans toutes les politiques, et ce n'est pas un niveau individuel, c'est un niveau collectif qu'on peut le faire cela. Une dimension d'intervention qui est de favoriser des environnements sains, et ça, il y a un rôle aussi très important des élus, des collectivités territoriales sur les environnements sains. Il y a beaucoup de dynamiques qui peuvent se faire à ce niveau-là. Il y a bien sûr la mobilisation des citoyens et des communautés. Un quatrième qui est renforcer les compétences, les connaissances des individus, c'est la responsabilité individuelle. Antoine Flahault l'évoquait tout à l'heure, je partage que c'est important d'avoir une dimension de responsabilisation individuelle, mais elle ne peut pas être l'alpha et l'oméga si on a oublié tout le reste. Et donc la 5e dimension, c'est de réorienter le système de soins vers le système une approche globale de la santé. Donc on a ces 5 dimensions et on sera d'autant plus efficace qu'on arrivera à les mobiliser ensemble en fait. Et quand on ne fait le choix que d'une des dimensions, eh bien c'est pas très efficient en fait, en termes de résultats pour la collectivité. Donc il y a un vrai enjeu à pouvoir mobiliser ces différentes dimensions, comme je pense vous l'avez évoqué. Je comprends qu'en fait, on fait face à un double paradoxe. Et que d'un côté, la santé orale a de lourds impacts avec beaucoup d'inégalités et qu'elle est pour l'instant un petit peu mise à l'écart de la promotion de la santé. Et en même temps, je comprends aussi que c'est difficile de trouver le bon équilibre entre la défense d'une forme de spécificité et l'intégration complète dans une démarche de santé globale. Et donc, je voudrais demander à Ave, voilà, je vois qu'au niveau des organisations de jeunesse, les jeunes ont su travailler ensemble. Et je me demandais comment ils ont fait pour pouvoir vraiment travailler ensemble. Et est-ce qu'il y a des difficultés pour porter les questions de santé orale au sein de ces organisations pluriprofessionnelles? Thank you. Thank you for the question. A very good one. Ce que moi j'ai pu voir, c'est que il est beaucoup plus simple de mettre en place une coopération avec différentes organisations, puisque c'est quelque chose qui se passe finalement en extra-scolaire, et donc, mais c'est problématique puisque nous avons toutes ces campagnes de sensibilisation antimicrobienne, nous avons la campagne One Health, il y a énormément d'organisations qui travaillent justement sur ces questions avec donc des étudiants. Et l'objectif, donc, c'est que chacun puisse coopérer à l'échelle nationale et locale également. Donc, ce serait bien que vous puissiez, que les étudiants arrivent justement à se mettre d'accord avec les étudiants en médecine, en dentaire, en vétérinaire, etc. Mais il faut aussi travailler sur vraiment l'enseignement, les études, puisque jusqu'à présent, tout est vraiment divisé en silos.
D'un côté, il y a les étudiants en médecine, de l'autre, il y a les étudiants en dentaire et en vétérinaire. Il y a peu, effectivement, de communication et de coopération au sein même des études. À chaque fois, ce sont des activités qui se font à l'extérieur, en parallèle des études. Donc, je pense que nous devons essayer d'améliorer la coopération au sein, bien sûr, des différentes disciplines de santé, mais également en dehors même du secteur de la santé. Pour moi, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup de sens et c'est ça qui nous permettra d'avancer dans la santé avec toujours plus de coopération. Merci beaucoup. Emmanuel, vous voulez compléter la réponse d'Avepold? La compléter. En tout cas, je trouvais ça vraiment son intervention tout à fait importante et à garder à l'esprit, parce que cette question effectivement de l'interprofessionnalité est vraiment une question essentielle dans notre système de santé si on veut avoir une approche globale de la santé des personnes. Alors, on a dit tout à l'heure le patient est au centre. Alors, je suis d'accord, le patient est au centre, notamment pour pouvoir répondre aux besoins de santé de la population. C'est important qu'on puisse le mettre au centre. Je suis malgré tout réservé, c'est-à-dire je suis convaincu que le système de santé français a essentiellement évolué en France, notamment sous l'impulsion des associations de patients et d'usagers, et ça, il faut le reconnaître et c'est vraiment très important, il faut que ça continue. Mais en même temps, à force de dire que le patient est au centre, c'est comme les étudiants sont au centre d'un institut de formation. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ce qui est important, c'est la relation. C'est pas un des parties prenantes, c'est-à-dire c'est la relation entre l'enseignant et l'enseigné, c'est la relation entre le soignant et le soigné. Et la relation doit être au centre de nos préoccupations. Voilà, je voulais insister sur ce point. Alors, nos amis québécois, canadiens, l'Université de Montréal, arrivent à traiter de ce sujet-là en disant que le patient, il est un partenaire et il est intégré dans l'équipe de soins. Donc, effectivement, si on considère que le patient, l'usager du système de santé, fait partie de l'équipe de soins, il est dans une dynamique de relation dans une équipe. Et je trouve que c'est intéressant de le réfléchir aussi comme ça. C'est parfois un peu utopique, hein, mais c'est intéressant de le réfléchir quand même. Je pense que le développement des chaires santé des patients experts va dans ce sens justement pour mettre le patient justement dans l'équipe de soins et dans une relation vraiment de partenaire. Il y a d'autres questions, je crois. Oui, merci. Bonjour. Une question là aussi pour notre jeune consoeur européenne sur la question de l'interprofessionnalité. Nous amorçons à peine en France la culture des facultés de santé, puisque pour travailler en interprofessionnalité pendant 40 ans, on commence à sérieusement penser qu'il est souhaitable de travailler en interprofessionnalité pendant la formation et que tous les acteurs médicaux, paramédicaux travaillent ensemble pendant cette période. Est-ce que vous avez des exemples de situations de pays européens ou de cas où cette interprofessionnalité pendant le cursus existe déjà et pouvoir nous encourager sur cette voie? Merci. Thank you for the question, and I would say it's a very clever question because Question très intelligente, si je peux me permettre, puisque ma première réponse se tournerait effectivement vers les États-Unis, vers le Canada, mais en ce qui concerne donc l'Europe et la formation de manière plus particulière, je n'ai pas vraiment d'exemple en tête. J'ai des exemples plutôt effectivement en situation professionnelle avec des modèles de prise en charge de soins primaires dans différents pays, en Finlande, en Estonie, en Suède, en Norvège. Il y a effectivement donc ces professionnels de santé qui travaillent dans le même bâtiment, donc il y a une certaine interprofessionnalisation et une coopération donc entre les différents professionnels de santé, mais au niveau des études, il n'y a pas vraiment donc d'exemple
qui viennent illustrer cette interprofessionnalité. En Suède, par exemple, il y a quelques étudiants en dentaire qui travaillent sur la résolution donc, de problèmes, et certaines de ces problèmes, effectivement, leur demandent de se tourner vers d'autres disciplines et de prendre en contact avec d'autres étudiants, mais il n'y a pas vraiment de programme de coopération en soi, en tout cas en Europe. Donc voilà, il y a quelques initiatives qui viennent voilà, à poser les bases de cette coopération, mais nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir des questions pour les personnes qui sont en visio? Ah, d'accord. En attendant, on prend encore une question dans la salle. Le temps passe. Bon, juste une question, en tout cas pour ce qui concerne Avepol, mais je pense qu'Emmanuel peut-être aussi Ruche pourra en répondre, c'est qu'on a le sentiment dans l'état actuel des choses, c'est que l'idée d'une santé durable, ou posée en tout cas en ces termes-là, est aujourd'hui posée que techniquement. Est-ce qu'on n'a pas une réflexion à avoir, je pense notamment en santé orale, à avoir une vision un petit peu plus de construction d'une autre approche justement du lien avec le patient à construire? Voilà. C'est-à-dire, est-ce que c'est simplement un problème technique, on va changer tel matériau, on va, etc. Ou bien est-ce que le fait de rentrer dans une démarche et de santé globale et de santé durable, et pour nous en tout cas dans santé orale, je fais comme ça le tri, les trois, est-ce qu'on n'a pas une autre approche à mener dans la formation justement des étudiants, mais jusqu'au cabinet, pour faire en sorte qu'il y ait une autre approche de la relation patient-praticien, et donc face à sa santé? Merci beaucoup, Fabien, pour cette question. Ce n'est effectivement pas une question simple. Peut-être quelques idées que je pourrais partager avec vous. La santé bucco-dentaire durable va de pair effectivement avec la santé globale. Bien sûr que ça demande d'utiliser des matériaux renouvelables, c'est quelque chose dont on a pu discuter précédemment dans la session précédente. Mais être durable, ça veut aussi dire répondre aux besoins des patients. Et cela revient donc aux déterminants de la santé, cela revient donc à l'utilisation de ces nouveaux modèles, ICCMS par exemple, qui prônent une approche holistique plus globale. Et donc il s'agit de prendre un petit peu de recul et d'avoir une perspective plus large. Et donc, bien sûr que nous devons utiliser les ressources qui sont à notre disposition et qui sont disponibles et durables, bien sûr, puisque finalement, la situation en Europe est que voilà, travailler en tant que dentiste en Europe, c'est très différent que de travailler en tant que dentiste en Afrique ou sur d'autres continents. Le contexte est très différent dans ce cas-là. Et lorsque l'on parle de durabilité, on parle de plastique, on parle d'usage unique, mais tout ça, bien sûr, doit être pris en considération dans le cadre d'un contexte et dans le cadre des besoins du patient. Donc, il faut essayer de passer notamment à la prévention. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir et cela aura un impact très important sur le patient également. Merci beaucoup. Emmanuel, tu veux compléter? Ce sera dans la même veine, je pense, que la réflexion d'Ave à l'instant, c'est-à-dire qu'effectivement, alors c'est vrai qu'on a tendance à privilégier la stratégie à la mise en œuvre de façon générale. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'idées pour les stratégies et la mise en œuvre, hein, il faut, je pense, passer du temps pour bien la travailler, la mise en œuvre, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc ça, et donc dans cette mise en œuvre qui est finalement la question qui est posée finalement,
Il y a bien sûr une part de responsabilité individuelle en tant que professionnel de santé, d'éviter des gaspillages, d'être attentif à l'impact que je peux avoir en tant qu'individu sur la santé durable, la santé globale. Mais on a besoin d'un certain nombre de dimensions facilitantes qui sont des dimensions collectives. Si je faisais un parallèle, c'est un petit peu comme pour la politique des transports. Je peux certes améliorer peut-être le train, mais si je ne l'interconnecte pas avec la voiture, avec le camion, avec la mobilité douce, etc., qui va avec, je ne vais pas avoir quelque chose de très efficace ni de très efficient. Donc moi, je peux essayer de faire un effort de mon côté, mais il faut que je puisse l'inscrire dans une dynamique globale qu'évoquait à l'instant Ave, me semble-t-il, parce qu'il faut pouvoir que cette dynamique et ce que je peux faire en termes individuels puisse s'inscrire dans une dynamique collective. Et c'est tout l'enjeu de l'articulation responsabilité individuelle et politique, et politique globale et collective. Merci beaucoup. Je pense qu'on va finir cette session avant de passer à la session des posters. Vous restez dans la salle. Merci beaucoup en tous les cas, Dr Avepold. Merci beaucoup, professeur Emmanuel Ruch, pour ces deux belles présentations et puis pour vraiment une overview justement sur les stratégies à venir. Merci encore. Oui, bonjour. Donc, docteur Catherine Requignot, donc je suis conseiller médicale à la direction de l'autonomie à l'Agence régionale de santé Île-de-France et en charge, indépendamment de mes missions de conseiller en transversal avec les autres directions, j'ai un programme pour développer l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Donc, la santé orale, c'est une de mes priorités donc pour cette population qui a une insuffisance d'accès aux soins. Dans ce cadre-là, en début d'année et en lien étroit avec le réseau Rhapsodif, qui est un réseau francilien dédié à la prise en charge des soins, mais aussi à la prévention pour cette population, nous avons réalisé une enquête régionale sur la santé orale pour des personnes en situation de handicap qui sont accueillies dans les établissements médico-sociaux. Donc, c'est ce poster-là dont vous aurez les résultats. L'idée, c'était quoi? C'était d'avoir un focus, un état des lieux d'ores et déjà des difficultés rencontrées par ces établissements qui sont financés pour pouvoir accompagner les soins, quels qu'ils soient, pour ces personnes en situation de handicap. Quelles étaient donc bien sûr ces difficultés qu'ils rencontraient, quels étaient les besoins en soins de ces personnes en situation de handicap. Mais également, l'idée, c'était aussi d'avoir une photographie de leurs besoins pour eux, pour les accompagner, donc ces établissements, pour assurer donc cette santé orale au quotidien. Et ce qui est ressorti, ce sont bien sûr des actions de formation indispensables pour les professionnels de ces établissements, pour les accompagner au quotidien dans l'hygiène orale des usagers, donc bien sûr les professionnels, mais aussi les usagers eux-mêmes, les accompagner aussi sur des lieux d'accès aux soins, puisque c'est difficile d'avoir des chirurgiens dentistes formés au handicap pour accueillir ces professionnels, ces personnes en situation de handicap, et donc c'est tout le partenariat que nous développons avec le réseau Rhapsodif. Voilà, donc vous aurez ces résultats donc sur ce poster-là, et on est à votre disposition avec ma collègue Fiona Keklar qui a participé à cette enquête régionale pour répondre à vos interrogations. Bonjour, je suis le docteur Cécile Vostov, chirurgien dentiste. Le deuxième poster est donc toujours sur une intervention dans le Nord-Essonne auprès des ESMS, population personnes âgées, personnes handicapées, excusez-moi. Donc, sous l'impulsion de l'ARS, dont le docteur Requignot, nous avons l'hôpital Emmanuelia et anciennement le réseau Apolline, chargé le docteur Braconi qui ne pouvait pas être là aujourd'hui et qui s'en excuse, de faire une action de promotion de santé bucco-dentaire sur 20 établissements touchant 663 usagers. Et justement, on va vous montrer les résultats sur les besoins de soins et comment nous avons analysé par rapport à ces besoins de soins où il y a beaucoup plus besoin de soins type parodontaux que de soins de carie, très peu de prothèses, mais aussi beaucoup de
besoins de soins globalement. On en est à 84% de cette population qui a des besoins de soins, mais parfois avec des outils complémentaires comme le Méopa, l'AG dans 30% des cas, ou enfin, l'anesthésie générale pour 30% des cas, ou même les prémédications sédatives. Et aussi l'impact de l'action de promotion où il y a eu tous les ateliers, la formation des professionnels théoriques, mais aussi par des ateliers auprès de certains usagers handicapés qui ont la possibilité de suivre les ateliers et de voir un peu l'impact qu'ont eu ces ateliers, mais aussi sur la mise en place au sein de l'établissement des dossiers de suivi bucco-dentaire et de voir si on ne peut pas mettre en place justement ce suivi bucco-dentaire dans le projet personnalisé de l'usager. Donc pareil, nous avons le poster juste à côté. Et je laisse le docteur Requino compléter. La parole, mais en fait, vous l'avez compris, ça correspond à une stratégie puisque le mot a été lancé. Donc, une stratégie que nous avons aussi pour pouvoir développer dans cette approche populationnelle la santé orale. Et donc, ce qu'a fait Cécile aussi dans les établissements, c'est identifier pour les professionnels quels étaient le socle de formation, qu'est-ce qu'il fallait leur apporter en termes de formation. Et cette expérience nous a permis de bâtir un programme de formation qui est en cours de déploiement en lien avec le réseau Rhapsodif, puisque dans notre stratégie, c'est le cas de le dire, régionale, nous avons donc un programme de formation sous 2 niveaux et dont le deuxième est la formation de référent en soins bucco-dentaires, qui est en partie basée sur l'expérience qui a été menée en Nord-Essonne. Donc, vous voyez, tout sert pour justement essayer de développer justement ces actions pour cette population. Voilà, je vous donc, je fais une petite introduction à la Steve Jobs. Ceci est une révolution. En tout cas, ça peut l'être. En tout cas, j'espère. Voilà, je vais tenir le timing de 2 minutes. Ok. Alors du coup, je vais vous présenter l'application ByTIF qui s'appelle Between Your Teeth, une approche innovante pour la systématisation de l'hygiène interdentaire. Alors du coup, en fait, l'hygiène interdentaire, c'est une composante essentielle de la santé bucco-dentaire, puisque on le sait, la plaque provoque des lésions carieuses et parodontales, et on sait aussi que le contrôle mécanique optimal de cette plaque permet de rendre ces pathologies évitables. Alors le contrôle mécanique peut se réaliser grâce à un brossage manuel avec une brosse à dents, mais les études montrent qu'en pratique, 42% de la plaque seulement est éliminée par le brossage, par une brosse à dents. Et on observe en population française, là c'est les chiffres pour la population française, une prévalence de pathologie quand même assez élevée. Chez 30% des cas, on voit un indice de plaque modéré ou abondant, donc c'est quand même important. Chez 42% des caries, 30% tassement, 60% gingivite et 10% parodontique, alors même que 74% des patients déclarent se brosser les dents 2 fois par jour. Donc ce contrôle mécanique peut être complété par un brossage interdentaire, enfin un nettoyage interdentaire, soit avec une brossette, fil dentaire ou alors bâtonnet en silicone. Et la science prouve que, les études prouvent que les caries, maladies parodontales et dents manquantes sont réduites grâce à cette hygiène interdentaire et qu'on a aussi une réduction de la plaque, ce qui en fait une habitude indispensable. Mais en parallèle, on voit que dans la population française, que 13% réalisent une hygiène interdentaire 1 fois par jour, donc c'est plutôt alarmant, en sachant qu'une dent a 5 faces et que la brosse à dents ne permet d'en nettoyer que 3 sur les 5. Alors du coup, dans l'idée, ce serait de créer une application mobile pour justement pousser cette hygiène interdentaire. Une application, c'est une opportunité puisque les Français passent en moyenne 2h54 par jour sur leur smartphone. C'est juste une moyenne, il y en a qui passent 5 heures évidemment. Et ça peut être aussi un support intéressant pour les chirurgiens dentistes de manière complémentaire, après avoir fait de l'éducation au fauteuil, puisque les patients oublient l'information qu'on donne au fauteuil. Entre 30 et 60% de l'information est perdue au bout d'1 heure. Et on a aussi un défaut système de soins qui ne met pas en valeur forcément les actes de prévention. Donc vous voyez sur le diapo 3 maquettes qui pourraient préfigurer l'application avec 2 piliers essentiels. D'un côté, un questionnaire d'orientation rapide qui permettrait avec des questions très simples d'orienter le patient basiquement vers le bon moyen d'hygiène interdentaire et surtout aussi vers les bons espaces à nettoyer. Et aussi, on aurait des tutoriels vidéo qui permettraient justement de montrer aux patients l'utilisation sur modèle en bouche et puis de présenter le moyen d'hygiène interdentaire. Et en plus, on pourrait penser évidemment à d'autres choses, des notifications, des checklists personnalisées, des explications et bien d'autres. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, idées, des partenariats, je serai devant le poster juste après. Merci beaucoup.
Bonjour à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Nariman Ben Abdelwahab. Je suis dentiste et diplômée d'un master en santé publique, parcours évaluation santé. Alors, je vais vous présenter très brièvement une étude que j'ai menée et ayant eu pour objectif d'évaluer un dispositif d'éducation à la santé orale en milieu scolaire qui a eu lieu lors d'une phase pilote à Clermont-Ferrand. Alors, le dispositif est nommé Kidouli. Il a pour spécificité d'être basé sur une approche appropriative et constructive, laissant à l'enfant construire le savoir à partir de situations données, prenant en compte les déterminants de santé et permettant ainsi de renforcer leurs compétences psychosociales. Ce dispositif ne se limite donc pas à donner des informations de prévention bucco-dentaire classique. Le volet scolaire du dispositif est constitué de 6 séances éducatives à raison de 3 BD ludiques, développant des personnages évoluant dans un monde imaginaire et développés autour de 3 thèmes principaux qui sont l'alimentation, l'hygiène et la visite chez le dentiste. Le tout, à tout ça s'ajoutent également des thématiques de santé plus globales. La population visée est constituée des enfants âgés entre 5 et 6 ans, étant donné que c'est l'âge d'apparition de la première dent définitive. L'étude, du coup, a été menée... pardon, excusez-moi. Du coup, c'était une étude qualitative et le recueil s'est basé sur des observations réalisées en classe ainsi que des carnets de notes remplis par les intervenants qui étaient les infirmières et les enseignants volontaires. L'analyse a quant à elle été inductive et thématique, ayant fait ressortir 3 axes principaux qui sont le positionnement des élèves ainsi que les intervenants et le déroulé des séances. Les résultats sont représentés de façon synthétique sur ce schéma-là. Et en bleu, tout ce qui concerne le positionnement des intervenants. Et il apparaît que ceux-ci apprécient le dispositif et est ressenti comme utile et nécessaire. En marron, le volet qui concerne le positionnement des élèves et qui montre que ceux-ci sont très actifs et adhèrent au monde imaginaire. Et pour finir, en rouge, tout ce qui concerne la séance elle-même. Et on observe qu'il y a eu des tendances à l'ajout d'éléments de prévention bucco-dentaire classique. Bien, alors j'ai le docteur ou monsieur Diop qui est en visio, qui avait aussi un poster. Bon, naturellement, on l'aura pas en salle, mais il devait nous intervenir. Vous pouvez intervenir, monsieur Diop? On vous entend si vous prenez la parole. Il faut ouvrir votre micro. Allô? Voilà, c'est bon? Oui, allô? Voilà, très bien, on vous entend. On ne voit pas vos images, mais pour l'instant, on vous entend. Oh, d'accord, je n'arrive pas à ouvrir la caméra. C'est bon, je peux présenter comme ça? Oui, bien sûr. Oui, bonjour tout le monde. C'est Dr Mbathio Diop, chirurgien dentiste spécialiste en santé publique. Je suis au service de santé publique de l'Université Cheikh Anta Diop. Je travaille dans le cadre de l'accessibilité aux soins bucco-dentaires. Et nous avons pu constater qu'à l'instar des pays d'Afrique subsaharienne, la consommation des soins dentaires au Sénégal est inégalement répartie. Et on note aussi la forte prévalence des caries dentaires qui s'élève à 76,3%, des problèmes de parodontopathie accentués par la prévalence du diabète et les types de recours utilisés par les patients. Et cependant, malgré ces problèmes, le coût reste élevé et l'accessibilité pose problème. Et il y a par ailleurs un système de protection sociale. Ce système de protection sociale couvre moins de 30% de la population, mais dans le cadre de la couverture maladie universelle, il est important de maîtriser les dépenses de santé par rapport à leurs dépenses totales. Et il serait bien de les informer
sur les grandes utilisations des instruments de contrôle des risques. Donc, l'idée ici, c'est d'identifier les mécanismes qui permettent de gérer ces risques. Et pour ce faire, nous avons interrogé les services de protection sociale, surtout basés à Dakar, la capitale qui couvre 90% des institutions de protection sociale. Et nous avons interrogé sur les services offerts, le mode de prise en charge, le ticket modérateur, l'existence d'un plafond ou non, et l'existence aussi d'un dentiste conseil pour prévenir tout abus potentiel des services de soins de la part des prestataires. Et nous avons les résultats que vous allez voir au niveau des posters et que nous avons continué l'étude par rapport à l'approche qualitative que nous verrons dans des prochaines séances, mais l'adaptation de ces méthodes telles que le ticket modérateur, le plafond de la prise en charge des patients, le dentiste conseil par les protections sociales au Sénégal pourrait permettre de maîtriser l'évolution des dépenses de soins dentaires. Ainsi, outre ces stratégies, la communication et l'information des professionnels de la santé et des patients sur leurs droits et devoirs sont essentiels. Cependant, des efforts doivent être faits pour mettre fin aux abus et défiants constatés de part et d'autre, afin d'assurer la viabilité des assurances maladie pour avoir une santé beaucoup plus globale et une approche beaucoup plus qualitative. Et si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Merci beaucoup. Voilà, merci. Je ne sais pas s'il y a encore un poster que j'ai oublié. Pour ceux qui sont en visio, reprise donc à 14h.